Dis-moi, Nile, je te dérange? Oh non, j'essayais de méditer un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai déjà dit que j'étais télépathe? Ah, ça, non, jamais. Plus maintenant. Depuis que j'ai été infecté par le vampirisme, j'arrive plus à rien. Et ça te manque? Pas trop. C'est un peu pour ça que j'ai quitté ma planète à la base. Tout le monde est télépathe là-bas, alors t'es jamais vraiment tout seul. J'espérais que je serais un peu plus tranquille dans l'espace. Mais vu que ça fait un moment que j'ai plus aucun contact avec ma famille, j'essayais de... Enfin, tu vois quoi. Bah, fallait me le dire, je peux te mettre en contact avec ta planète. Sérieux? Si on parvient à passer des appels téléphoniques à travers le temps et l'espace dans Doctor Who, je vois pas pourquoi j'en serais pas capable. C'est pas super logique, mais je commence à te connaître, donc Bon, le temps qu'on mette ça en place, ça m'a donné une idée pour l'épisode du jour en tout cas. Ça te tente l'étude des pouvoirs psy? qui ne le serait pas? Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. Alors, avant de commencer à pinailler sur les détails, il va falloir déterminer ce qu'on recherche. Parce que si je vous dis pouvoir psychique, en fait, ça ratisse tellement large que tout le monde aura une compréhension différente. Donc ce terme, on va d'office le foutre à la corbeille, parce qu'il est à la fois trop précis et trop vague. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder plusieurs thèmes. Et pour éviter que vous soyez complètement paumé pendant le visionnage, on va commencer par les définitions. La métapsychique, c'est le premier nom donné à l'étude des phénomènes paranormaux liés à l'esprit. Ce terme a été popularisé en 1905 par le psychologue et physiologiste Charles Richet. Mais à la base, ce n'est qu'une adaptation francophone, puisqu'il a été emprunté au polonais metapsychika, utilisé en 1901 par le philosophe Wincenty Lutosławski. Et on va supposer que je l'ai bien prononcé. La métapsychique sera cependant assez vite remplacée par la parapsychologie. Le préfixe para indiquant l'idée de « pas tout à fait ça ». Donc si la psycho c'est l'étude scientifique des phénomènes psychiques, la parapsychologie va se focaliser sur des éléments n'ayant pas été rationnellement prouvés. Ce terme, on le doit au docteur allemand Max Dessoir, qui souhaitait analyser des pans ignorés par la psychologie classique, comme l'hypnose, le somnambulisme, les facultés extrasensorielles ou le dédoublement de personnalité. C'est dans un article de la revue savante Sphinx de juillet 1889 qu'il utilisera publiquement le nom parapsychologie. Le mot n'est pas joli, mais d'après moi, il a l'avantage d'étiqueter de façon concise un domaine auparavant sans nom à mi-chemin entre le normal et l'anormal ou pathologique. Et après tout, on ne demande pas plus à un tel néologisme qu'une utilité pratique. Nous dirons donc que la parapsychologie envisage trois sortes de manifestations. Celles que l'on considère comme des écarts à la norme, au-dessus ou au-dessous de celles-ci, ou celles se trouvant dans une zone frontière entre les deux et qui peuvent dériver vers les unes ou vers les autres. Parlons maintenant du concept de psy, qui fut proposé par le psychologue Robert Henry Fowles dans l'article Experiments on Paranormal Guessing du British Journal of Psychology de 1942. A noter que Fowles précisera que ce n'est pas lui-même qui a inventé ce terme, mais le physiologiste Berthold Wiesner. Au moins, le gars était honnête. Et donc, ce concept de psy, il englobe l'ensemble des facultés psychiques inexpliquées chez l'être humain. Pour résumer, tout ce qui relève des capacités paranormales de l'esprit, on désigne ça comme des phénomènes psy. La parapsychologie, venue remplacer la métapsychique, est l'étude de ces phénomènes. Et quel nom on donne à des gens qui ont ce genre de talent? Ça varie énormément selon l'univers. Dans Mass Effect, ils sont appelés des biotiques, dans Psychonauts, ce sont des psychiques, chez Valiant, des psiotiques, mais le terme le plus répandu, du moins dans la fiction, est celui de psionique. Visiblement inventé par l'auteur Jack Williamson dans sa nouvelle The Greatest Invention, édité en juillet 1951 dans la revue Astounding Science Fiction. Sauf que jamais republié depuis, donc pas moyen de confirmer cette info. Mais ce fut semble-t-il le point de départ à la création de néologismes propres à la SF, tels que bionique en 1960 ou cryonie en 1967. Ou alors... Je vous l'avais dit qu'il allait y avoir beaucoup de termes à retenir. Avez-vous déjà entendu parler des espeurs?
Je suis persuadé qu'un grand nombre de fans d'anime japonais ont vu l'expression passer à plusieurs reprises, sans pour autant comprendre sa signification. Et malgré sa large utilisation dans la culture nippone, il s'agit en réalité d'un mauvais lisse venant, une fois encore, des États-Unis. Ces deux principaux créateurs ayant été Edward Elmer Smith, dans sa nouvelle Stormcloud and Decca, publiée dans le Astonishing Stories de 1942, ainsi qu'Alfred Bester dans son œuvre The Devil's Invention, éditée dans l'Astounding Science Fiction de 1950. Maintenant, quant à savoir par quel miracle un terme pareil a pu se trouver une seconde jeunesse dans l'archipel, je serais bien incapable de vous répondre. Et ça signifie quoi au juste? C'est un acronyme. Le suffixe « heure » se traduit par « utilisateur », tandis que « ESP » forme les initiales de « Extra Sensory Perception » ou « perception extrasensorielle ». A la base, la locution est censée ne désigner que des individus dotés de facultés psy. Mais, comme d'hab avec la culture pop, il a tendance à être employé à tort et à travers. Donc, histoire d'être raccord et éviter de se mélanger, sachez que je vais alterner entre les termes psionique et esper. C'est bon, j'ai perdu personne? Tant mieux. Du coup, on va pouvoir passer à la partie historique. Alors, par où commencer? Parce qu'on peut remonter très loin. De la communication avec l'au-delà telle qu'on la concevait dans l'Égypte antique, aux sorcières accusées de jeter des malédictions au Moyen-Âge, en passant par les milliards de voyants, chamans et autres oracles qui ont pullulé à de multiples époques. Donc pour éviter à cette vidéo de durer 15 heures, on va débuter à la période où on a vraiment commencé à étudier le psy de façon scientifique. Plus ou moins. Au XVIIIe siècle, le médecin allemand Franz Anton Mesmer va élaborer la théorie du magnétisme animal, ce qu'on appellera plus tard le mesmérisme. En gros, Mesmer envisage qu'il existerait une sorte de fluide mystique reliant tous les êtres vivants, humains ou non, et qu'en agissant dessus par le biais d'aimants, il serait possible de guérir des maladies. Voilà, donc si vous vous demandiez d'où venaient les magnétiseurs, maintenant vous connaissez le responsable. En 1785, cette théorie a donné naissance à plusieurs courants de pensée, à savoir le psychofluidisme ou le spiritualisme. Bon, il y en a d'autres mais j'essaie d'aller vite. Pour faire un énorme résumé du truc, certains ont repris l'idée des liens d'énergie à leur sauce, considérant que ce fluide permet soit d'engendrer des facultés extrasensorielles ou des guérisons par sa simple volonté, ou alors que l'au-delà et les créatures paranormales se serviraient de cette force pour entrer en contact avec le monde des vivants. Voilà, attends une seconde. Une énergie mystique qui relie tous les êtres, et que si tu sais l'utiliser, tu peux voir l'avenir et communiquer avec les morts. Oui, et... Bah c'est totalement la force dans Star Wars. Ah ouais, tiens. Star Wars a tout pompé sur le mesmérisme. Insulte pas Star Wars! Le mesmérisme va se répandre un peu partout en Europe, ainsi qu'aux États-Unis et en Russie. La théorie va singulièrement battre de l'aile suite à la découverte de l'électromagnétisme, mais elle aura malgré tout ouvert des portes aux hypnotiseurs, aux voyants et aux médiums de tout poil. Parallèlement, un autre individu a poursuivi son bonhomme de chemin, Hippolyte Léon Rivail Denizar, plus connu sous le nom d'Alan Kardec. Le monsieur va s'intéresser au mesmérisme et à ses différents courants, mais aussi aux activités de communication avec l'au-delà, que ce soit via des tables tournantes, des planches Ouija, de l'écriture automatique, ce genre de choses. Il en résultera le Livre des Esprits, aujourd'hui considéré comme l'ouvrage fondateur du spiritisme, qui séduira des personnalités réputées et influentes, telles que Victor Hugo, Alexandre Dumas, Georges Sand, Théophile Gautier, Camille Flammarion ou Arthur Conan Doyle. Vous comprendrez donc qu'avec un tel prestige, la société des années 1880 ait développé une certaine curiosité à l'égard du paranormal. Sauf qu'avec un pareil essor de la pratique, de plus en plus de gens vont se pencher dessus. Notamment des psychologues, des psychiatres et tout un tas d'autres scientifiques. Quelques-uns dans le but de prouver la véracité des manifestations, et d'autres pour dévoiler les supercheries. D'ailleurs, étonnamment, certains sceptiques sont des illusionnistes, tels que Harry Houdini. Ouais, le magicien dont la notoriété transperce les années s'était fait une spécialité de démystifier les médiums, considérant qu'ils étaient tous des escrocs. Et aujourd'hui encore, plusieurs prestidigitateurs n'hésitent pas à suivre son exemple. Cet intérêt amènera à la fondation en 1882 de la Society for Psychical Research à Londres pour analyser les phénomènes paranormaux. Et en 1919 naîtra l'Institut Métapsychique International basé à Paris. Et il y a une différence? Alors, à l'origine, l'IMI a été créé pour prouver l'existence du surnaturel, là où la SPR devait juste l'étudier. Maintenant, la SPR s'est quand même mangé un certain nombre de critiques, autant par les spirites que par les sceptiques. Donc, à présent, si vous le permettez, on va faire une petite ellipse temporelle. À cette époque, le terme de parapsychologie a été inventé, mais la discipline n'est pas encore officielle. Pour ça, il faut attendre l'arrivée de Joseph Banks Rhine, diplômé en botanique.
Fasciné par le psy, Ryan ira jusqu'à ouvrir son propre laboratoire en 1934 et fonder le Journal of Parapsychology en 1937. Et il va tenter de prouver leur existence, notamment par le biais des statistiques. C'est d'ailleurs lui qui utilisera pour la première fois les cartes de Zener, qui ont pour objectif de tester les capacités télépathiques des différents sujets. Sauf que les expériences sont vivement critiquées à cause d'un manque de rigueur, et que des tricheries ont été avérées. Mais Ryan a systématiquement refusé de divulguer les noms des affabulateurs. En outre, c'est à ce monsieur que l'on doit ce qu'on va appeler l'effet expérimentateur. Alors, c'est... comment dire ? Vous savez, ce truc habituel des charlatans qui vont mystérieusement plus réussir à rien parce qu'il y a quelqu'un d'un peu trop sceptique dans la pièce. Notre enchanteur m'informe que d'habitude il y arrive très bien, mais que là, visiblement, ça marche pas. Voilà, en parapsychologie, c'est ça. Vous ne pouvez pas réfuter l'existence des pouvoirs psy, puisque s'il ne se passe rien, c'est à cause de vous et de vos ondes négatives. Néanmoins, rendons à César ce qui est à César, c'est Joseph Ryan qui inventera le terme de perception extrasensorielle, qui donnera plus tard naissance au terme Esper. Pour une fois, le côté historique a été rapide. Et j'ai pas fini ? Bah, t'as fait le tour des origines pourtant. Tu vas pas me dire que des gens continuent encore à l'étudier aujourd'hui. Même si la parapsychologie n'est toujours pas reconnue comme une vraie science, ça n'a pas empêché ses partisans de persévérer. Et si vous vous baladez sur les sites des différentes institutions, vous pourrez vous rendre compte qu'ils persistent à publier leurs recherches ou à donner des conférences. Mais je vous propose maintenant de nous intéresser au projet Stargate. Ouais, alors je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec la porte des étoiles. Dans les années 1950, un organisme gouvernemental va se passionner pour les facultés psy. Cet organisme, c'est la CIA. Et si jamais vous connaissez le projet MKUltra, je pense que vous vous doutez de ce qui va se passer. Déjà, pourquoi s'intéresser au phénomène psy ? Eh bien, les États-Unis auraient reçu des renseignements selon lesquels l'Union soviétique avait elle-même mis en place des recherches dessus, et qu'elle y investissait des sommes colossales. Probablement parce qu'elle obtenait des résultats conséquents. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que l'URSS avait un programme d'études et d'expérimentation sur la parapsychologie ? J'en sais rien. J'ai pas trouvé la moindre information sur une hypothétique branche occulte soviétique. Donc, est-ce que c'est une fumisterie ou est-ce que c'est juste encore confidentiel ? Je ne saurais pas vous dire. Bref, le projet Stargate est véritablement né dans les 70s et concernait plusieurs observations et essais sur les facultés paranormales de l'esprit humain. Notamment la vision à distance, ou remote viewing, terme inventé en 1974 par le physicien Russell Targ. On y revient tout à l'heure. Le programme continuera jusqu'en 1995 où il sera définitivement clos et déclassifié. Ça, c'était l'histoire réelle. Maintenant, attardons-nous sur la manière dont ont évolué les pouvoirs psy au travers de la fiction. S'il y a un individu à retenir dans cette partie, c'est John Wood Campbell Jr., un grand nom dans l'histoire de la science-fiction. Pas trop en tant qu'auteur, même si on lui doit quand même le roman La Chose, en 1938, qui aura droit à 3 adaptations filmiques, dont une considérée comme un des chefs-d'œuvre majeurs du cinéma, et que déjà à cette époque, Isaac Asimov, le créateur de Fondation, du cycle des robots, le mec estimé comme un des pères de la SF moderne, décrivait The Thing comme un des meilleurs bouquins de SF jamais écrits. Je pense que ça pose les bases. Mais Campbell est surtout connu comme éditeur. Un éditeur audacieux, parfois un tantinet excentrique, qui a permis une énorme évolution du genre. Un pilier de l'âge d'or de la SF. Alors, c'est très cool, hein, je dis pas, mais c'est quoi le rapport ? Eh bien, il se trouve que Campbell faisait montre d'un certain intérêt pour les facultés psy. Ayant pour habitude d'inciter ses auteurs à explorer différents thèmes, il a donc grandement pesé dans leur arrivée au sein de la SF. Ça a tellement bien marché que les éditeurs de l'encyclopédie de science-fiction considéreront ça comme un boom psy, qui a coïncidé avec la période la plus paranoïaque de la guerre froide. De là à dire que c'est ce qui aurait influencé la CIA et la mise en place du projet Stargate, je vous cache pas que ce serait assez tentant de faire le lien. Bien, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour des origines du sujet. Il est maintenant temps de s'attaquer à l'élément principal de cette vidéo. Selon la parapsychologie, les phénomènes psy sont divisés en 2 grands groupes, la perception extrasensorielle et la psychokinèse. Je précise cependant qu'on va s'y intéresser sous un prisme relativement réaliste. Donc, si j'utilise des images d'univers magique, ce sera juste à titre d'illustration.
Je tiens également à rester éloigné de tout ce qui a trait à l'occultisme. À savoir la vie après la mort, les spectres, tout ça. J'ai déjà exploré le sujet avec l'épisode sur les fantômes où j'abordais le cas des médiums. Donc si c'est cet angle qui vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil, le lien est également en description. Je ne parlerai pas non plus de la téléportation, qui là est bien un concept de SF, mais peut autant être rapporté à l'usage de la technologie qu'au pouvoir psionique. Littéralement, ça mériterait presque un épisode complet. Sur ce, penchons-nous sur le premier pan des facultés psy. La perception extrasensorielle désigne la réception d'informations par un moyen parapsychique. Et rien que ça engendre au moins 3 pouvoirs différents. Enfin, je dis 3, mais en vrai, il y a tout un tas de sous-catégories qui entrent en jeu. De fait, je vous propose de nous attaquer au premier de tous. Ce premier cas est assez complexe, vu que chaque fois que vous faites des recherches sur le terme, vous êtes aussitôt renvoyé sur une définition, extralucidité égale clairvoyance. Or, si on se fie à l'étymologie, on n'est pas exactement sur les mêmes bails. À mon sens, l'extralucidité est un nom général qui englobe toutes les capacités que sont l'intuition, la clairvoyance et tout le reste. Je l'identifie donc comme la faculté d'obtenir des renseignements sur des personnes ou des événements éloignés dans le temps, l'espace ou les deux. En gros, c'est juste de la clairvoyance. Ça l'inclut dedans, mais c'est pas spécifiquement ça. Je comprends pas. Aujourd'hui, le terme clairvoyance est un énorme fourre-tout, sauf qu'à la base, elle n'est censée désigner que les informations visuelles. Il existe des PES liés à d'autres sens, mais beaucoup moins connus et donc moins représentés. Nous avons par exemple la clairaudience, c'est-à-dire la capacité à discerner des sons par un moyen paranormal. Si des voix murmuraient à l'oreille de Jeanne d'Arc pour lui demander de bouter les Anglais hors de France, c'était probablement de la clairaudience, ou de la schizophrénie. Je peux pas le voir, je peux que l'entendre. Et enfin, le dernier dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler avant, c'est la clairsentience. La faculté de percevoir des sensations ou des sentiments à distance. Un des principaux exemples que je pourrais vous citer, c'est celui de Lee Mubai dans Tigre et Dragon, où l'expert en arts martiaux est interrompu en sa retraite par une intuition qui lui fait ressentir un profond mal-être. Sans vision ou quoi que ce soit, il devine juste que quelque chose va mal. Mais pour vous donner un meilleur aperçu de cette aptitude, je vais mentionner un super-héros Marvel doué de clairsentience. C'est pas un personnage obscur dont seuls les fans hardcore ont entendu parler, non. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous avez vécu dans une grotte pendant 60 ans. Et quand je vais vous dire qui c'est, vous allez vous coller une baffe pour pas vous en être rendu compte tout de suite. Prêt ? Exactement. Spider-Man possède un 6e sens qui l'aide à percevoir le danger et à agir avant que le problème n'arrive. Ce ne sont pas des visions, ce ne sont pas des sons, mais des sensations. Il pressent à l'avance que quelque chose ne va pas et réagit en conséquence. Ça lui permet même, selon les versions, de maximiser sa concentration, de repérer un ennemi au milieu des illusions, ou de trouver la bonne sortie. Alors, elle était pas trop douloureuse la baffe ? Et c'est là qu'on va pouvoir commencer avec les sous-catégories. La forme la plus connue d'extralucidité, c'est la précognition, ou préscience, qui consiste à être au courant de choses qui ne se sont pas encore produites. Et si vous vous demandiez pourquoi les mutants télépathes de Minority Report étaient appelés des précogs, bah c'est pour ça, parce qu'ils font de la précognition. Vient ensuite le chemin inverse, c'est-à-dire la rétrocognition, la capacité à découvrir des scènes du passé. Bon, généralement dans la fiction, un clairvoyant peut faire les deux, comme c'est le cas pour Johnny Smith dans Dead Zone. Tu sais lire l'avenir. Eh oui, je sais lire l'avenir, oui. Tu l'as vu venir celle-là? Tu as dit que ça pouvait être une connaissance d'éléments à travers le temps, mais aussi uniquement à travers l'espace. Ça veut dire qu'il y a une version qui consiste à voir le présent? Tout à fait. Comme on en parlait tout à l'heure, il existe la VAD, ou vision à distance. Ouais, pas joli comme terme, mais au moins ça décrit bien ce que ça fait. C'est l'aptitude d'avoir conscience de choses se déroulant dans un lieu plus ou moins éloigné. En gros, c'est de l'espionnage, mais à distance. C'est surtout de ça que la CIA souhaitait se servir avec le projet Stargate. C'est un des pouvoirs de Nick Schreier dans Psy-Ops, et c'est le principal avantage des protagonistes de la série Forbidden Siren, qui leur permet de voir par les yeux d'autres individus. Et encore, là on reste dans des informations relativement tangibles, puisque l'extralucidité n'a pas seulement pour vocation à explorer les couloirs du temps, mais aussi à offrir des données qui ne sont pas perceptibles par l'œil humain, comme par exemple les dimensions parallèles, la contemplation de créatures ou d'environnements qui existent sur Terre, mais ne sont pas discernables pour nos sens. Ça peut avoir un côté très spirituel, comme la faculté à repérer les fantômes ou d'autres éléments paranormaux, ou encore de distinguer les auras.
Selon les croyants, l'aura est un halo d'énergie colorée qui entourerait le corps de chaque être vivant, et ceux capables de la lire pourraient ainsi déterminer vos différentes émotions ou même votre santé physique ou mentale. Et on va pas davantage en parler parce que c'est pas le sujet. Du coup, les perceptions extrasensorielles, elles se déclenchent toutes seules dès qu'il y a besoin? Ça dépend, certains y ont accès à l'envie, tandis que d'autres ne disposent que d'un contrôle très partiel. Ce qui est le problème d'Elena Vargas dans la série Haute Tension, elle se met à avoir des visions sans prévenir. Et il y a le cas des rêves divinatoires, qui fait que les voyants n'ont droit à des informations que pendant leur sommeil. Et ça, c'est probablement un des phénomènes psy parmi les plus anciens connus, notamment grâce à la stèle du rêve, érigée entre les pattes du Sphinx sur ordre du pharaon Thoutmôsis IV, c'est-à-dire environ 1400 ans avant notre ère, puisque durant son adolescence, le jeune roi aurait eu un songe dans lequel le Sphinx lui serait apparu, lui demandant de le désensabler. Mais après, il existe une autre sous-catégorie. Encore ? Puisque pour plusieurs personnages, comme Johnny Smith de Dead Zone, Eiji Asuma de Psychometer Edgy, ou Phoebe Halliwell de Charmed, leur clairvoyance fonctionne par psychométrie. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce mot encore? La psychométrie, c'est la conception, la validation statistique et l'application de méthodes d'évaluation de la psyché humaine et des processus mentaux. Ah pardon, ma faute. Ça, c'était la définition en psychologie. D'un point de vue parapsychologique, c'est la faculté d'obtenir des informations sur un objet ou une personne par le biais d'un contact physique. En gros, aussitôt que vous posez les doigts sur quelque chose, vous êtes susceptible de recevoir des renseignements liés. Je dois toucher pour voir. Voir quoi? Passé, avenir. Donc la psychométrie, ça fonctionne uniquement avec le toucher. Dans la majorité des cas, oui. Ceci dit, des versions plus spécifiques existent dans la fiction, comme la cybopathie de Tony Chu, dont l'extralucidité s'accorde avec ce qu'il mange. Vous lui faites avaler une pomme et il pourra vous dire où est l'arbre sur lequel elle a poussé, quels pesticides ont été utilisés et même la date précise de sa récolte. Sa sœur jumelle, en revanche, possède le pouvoir de cybovoyance, lui permettant de connaître l'avenir de ce qu'elle goûte, ce qui fait qu'elle a tendance à mordre les gens. Bah, c'est plutôt cool ces pouvoirs de médium. Ouh là là, non. Bah quoi? On a trop souvent l'habitude de désigner les extralucides sous le titre de médium. On prétend que vous avez les dons de médium. Certains disent que je suis médium. Non, pas du tout. Un médium est un individu doté d'une capacité à communiquer avec les morts et l'au-delà. Ça reste une frange de l'extralucidité, certes, mais l'appellation est bien trop spécifique, il est plus juste de parler de voyant. Bien, l'extralucidité c'est fait, passons à la suite. La projection astrale, c'est la capacité d'un esprit à s'extraire de son enveloppe physique pour explorer son environnement et au-delà, sans contrainte. D'où débarque cette croyance? Eh bien, nous avons un grand nombre de témoignages, généralement de personnes ayant subi une EMI, ou expérience de mort imminente, au cours de laquelle elles ont eu la sensation de quitter leur corps pour rejoindre ce qui est appelé le plan astral. Petite parenthèse très rapide parce que c'est pas le sujet. Le plan astral a été défini par la Société théosophique, fondée en New York en 1875 par Elena Petrovna Blavatsky. Cette société considère que toutes les religions au monde possèdent une fraction de la vérité de l'univers qu'ils ont divisé en 7 plans d'existence, à savoir le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, le plan causal, le plan bouddhique et le plan atmique. Cependant, cette fois au sujet de la décorporation, elle est beaucoup plus ancienne, puisqu'un passage du Tao Te Ching en ferait mention, je rappelle qu'il date de 600 ans avant notre ère, on y retrouve des références dans le Moyen-Âge occidental chrétien, bref, ça date pas d'hier, fin de la parenthèse. Traduction, la projection astrale permet de voyager au-delà du monde physique, et donc d'accéder à des informations ou à des dimensions qui nous seraient inabordables autrement. Néanmoins, gardez en mémoire qu'un esprit n'a théoriquement pas la possibilité d'agir sur la matière. Une fois hors de votre corps, si vous n'êtes plus retenu par des éléments solides, vous ne pouvez pas davantage déplacer des objets ou frapper des personnes. Sauf certains cas exceptionnels, et dans cette situation, on peut supposer qu'une forme de télékinésie accompagne l'être désincarné. Le problème avec toi, c'est que tu crois toujours être réel. Tu crois toujours porter des vêtements. Tu te crois à 4 pattes sur le sol. Belle connerie. Dis-toi que tu n'as plus de corps, mon garçon. Tout est là maintenant. Si tu veux bouger un objet, il faut le bouger avec ton esprit. Question, dans l'épisode sur les loups-garous, tu disais qu'à l'origine, c'était l'esprit du malade qui se changeait en loup. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une projection astrale? Alors techniquement non, parce que le lycanthrope n'est pas sous une forme intangible, mais ça s'en rapproche quand même un peu. Mais sortir de son corps pour aller voir ailleurs, est-ce que c'est pas une forme de vision à distance? Oui et non. Si les capacités sont relativement semblables, il existe une différence fondamentale entre les deux pratiques.
un utilisateur de remote viewing ne fait que regarder à distance et se trouve toujours dans son enveloppe physique. Il peut parler et avoir conscience de son environnement, tandis que lors d'une décorporation, vous êtes littéralement plus là, et donc votre corps est sans défense tant que vous êtes parti. De fait, l'aptitude de vision à distance de Scryer, en vrai ça tient plus de la projection astrale. Passons maintenant à un des derniers pouvoirs du PES. Le terme a été inventé en 1882 par le psychologue Frederick Williams Henry Myers, décidément va pas y en avoir un seul avec un nom simple, qu'il décrira dans son livre Les hallucinations télépathiques en 1886. C'est à peu près à cette période que le concept fait son apparition. Peut-être qu'il y a des notions plus anciennes de ce pouvoir dans l'histoire, mais j'avoue que j'ai rien trouvé. La plus vieille référence dans la fiction, c'est À la poursuite d'Eslan, d'Alfred Elton Van Vogt, publié en 1940, puis arrivera ensuite le personnage du professeur Xavier en 1963. La télépathie, donc, c'est la capacité à percevoir les pensées ou les sentiments d'autrui, et parfois d'en transmettre, même si on parle plus souvent de destinataire que d'émetteur. Et même pour un simple récepteur, il y a différents stades, le plus bas niveau étant la faculté d'entendre les réflexions immédiates. En gros, ce à quoi vous songez à un instant T arrive aussitôt dans la tête du télépathe. Merci, Flo. Pas de quoi, mon petit cul. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi? Rien. Dans le comics The Boys, le personnage de Mentaloid possède une capacité extrêmement faible. Il ne peut que lire les pensées directes, et peut tout juste déterminer que quelqu'un est dans la même pièce que lui, sans plus de précision. A l'inverse, vous avez des télépathes confirmés qui sont aptes à explorer l'entièreté du contenu de votre cerveau, comme c'est le cas pour les bétazoïdes de Star Trek. Certains n'ont aucune restriction, et peuvent percevoir la psyché de tous les individus les entourant. D'autres ont besoin d'un contact physique ou doivent regarder leur cible droit dans les yeux pour que ça fonctionne. La limite la plus originale étant celle de Safran Chu, la seconde sœur de Tony, qui se révèle être une cyboparse. En gros, elle peut obtenir les pensées et les connaissances d'une personne avec qui elle partage un repas. D'ailleurs, la télépathie a parfois été très intelligemment utilisée dans différentes œuvres de fiction. Qui ne se souvient pas du duel contre Psycho Mantis dans Metal Gear Solid, apte à consulter les sauvegardes sur votre carte mémoire et d'anticiper vos attaques. Dans la BD Sillage, le convoi spatial se scinde en 3 groupes. Les psy actifs, qui peuvent lire dans les pensées, les psy passifs, qui n'en sont pas capables, et enfin, le dernier type, uniquement composé de l'héroïne Nevis, les psy neutres qui n'ont aucune faculté mentale, mais sont immunisés face aux intrusions psychiques. Et je tiens à relever une des méthodes d'interrogatoire des Freak Angels. Après tout, on pourrait se demander pourquoi poser une question quand on peut fouiller dans les pensées. Ce à quoi le personnage de Caitlin nous répond « Primo, je veux voir s'ils vont tenter de me mentir. Deuxio, tu ne lis pas beaucoup les pensées ici. L'esprit des gens n'est pas très organisé. Lire leurs pensées, c'est comme fouiller tout un bureau à la recherche d'un post-it collé au fond d'une corbeille. Mais si tu leur poses la question, la réponse vient flotter en haut de leur tête, même s'ils n'ont pas l'intention de te la donner. Alors je n'ai plus qu'à me servir à la surface. Rapide et facile. » Ce pouvoir possède également une variante appelée télesthésie. Et là, c'est un peu compliqué parce que toutes les sources sont pas d'accord entre elles. La télesthésie peut être la capacité à ressentir les émotions et les sentiments d'autrui à distance, ou alors, ce serait une télépathie volontaire. J'ai aucune idée de ce que ça peut impliquer. Et j'avoue que je suis pas giga convaincu par cette deuxième définition. Si on reste sur la notion de perception des sentiments d'autrui, eh bien on peut considérer que Raven des Teen Titans est télesthète, tout comme John Café de la ligne verte. En gros, ce serait de l'empathie, mais à distance. C'est un bon résumé. Ouais, enfin, rêve du mentalisme, quoi. Ouh là là, non, attention mon gars, tu mélanges les termes. Le mentalisme est une branche de l'illusionnisme, qui consiste à vous faire croire que le prestidigitateur est doté de capacités télépathiques. Nana, du manga Talentless, est une mentaliste. Elle persuade son entourage qu'elle peut lire dans les pensées, alors qu'en réalité, elle est seulement très observatrice et pourvue d'un talent pour la déduction, tout comme le héros de Psyche. Et pour les jumeaux? Quoi? Bah ouais, avez-vous entendu qu'il y avait un lien spécial entre les jumeaux? Bah quoi? Non, rien, je suis juste surpris que tu me poses une question aussi intelligente. En effet, il arrive que l'on prête un rapport télépathique ou empathique aux jumeaux, du moins les monozygotes. Voire de la clairsentience mutuelle, dans l'idée où, si l'un souffre, l'autre le ressent, peu importe la distance. Bon, par contre, j'admets avoir très vite abandonné mes recherches sur le sujet. Tu disais que les télépathes, il y avait des récepteurs, mais aussi des émetteurs. Ça implique quoi? Oula, beaucoup de choses. Et là, on va arriver à un point assez particulier, puisque je considère cette facette du pouvoir comme à la limite entre perception extrasensorielle et psychokinèse. Attends, la psychokinésie, c'est pas la capacité de déplacer les objets par la pensée? Pas vraiment, mais j'y reviens tout à l'heure. En effet, les plus puissants télépathes ont parfois le don d'influer sur l'esprit d'autrui.
généralement en effaçant ou modifiant des souvenirs, comme c'est le cas pour le docteur, ou encore pour paralyser des personnes alentour ou les faire s'évanouir. Il était une fois... Fin. Mais il existe également un autre pouvoir très important, la téléplastie. La téléplastie permet à un médium ectoplasmique, comme le Dr Kraus, de contrôler les choses inanimées, organiques, mécaniques, mortes ou vivantes. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. Non, vous avez carrément rien bité au tableau. La téléplastie, c'est l'aptitude à faire se matérialiser quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas censé être là. En gros, c'est une hallucination. Une intervention sur les sens de quelqu'un pour l'amener à voir, entendre, sentir ou ressentir des choses inexistantes. C'est le principal talent de Danielle Moonstar. Elle peut percevoir les plus grandes peurs de ses adversaires et leur donner vie sous forme de mirage, d'où son surnom. Et une illusion suffisamment convaincante peut avoir un impact sur le physique. C'est pas pour rien qu'on balance régulièrement la citation de « l'esprit domine la matière », même si j'ai été bien incapable de trouver qui est à l'origine de cette phrase. Je croyais que c'était pas réel. L'esprit pense que ça l'est. Mais si la téléplastie peut vous faire voir des choses qui n'existent pas, elle peut aussi provoquer l'inverse, c'est-à-dire vous empêcher de les remarquer. C'est grâce à elle qu'on emploie le concept de l'ensorcellement. C'est comme ça que c'est appelé dans Second Sight, et j'ai pas dégoté d'autres noms ailleurs. C'est la faculté de convaincre les personnes alentour que le psionique n'est pas là. Capacité très utile, mais qui a également ses failles. Il est inefficace sur les caméras et ne rend pas invisible ou intangible pour autant. Si vous laissez des empreintes de pas ou si vous heurtez un garde, ça mettra la puce à l'oreille de ce dernier. Maintenant, on va passer au pouvoir télépathique le plus puissant que l'on connaisse. Et là, je tiens à faire quelques petites précisions au sujet de ce qu'on appelle d'origine le contrôle mental, que je vais distinguer en plusieurs sous-catégories. Encore ? Eh oh, j'y peux rien si c'est compliqué. La première, et celle à laquelle beaucoup de gens vont immédiatement penser, c'est la domination mentale. C'est-à-dire l'aptitude à affecter la volonté d'une personne. En gros, cette dernière est soumise à l'Esper, mais n'en a pas conscience et croit agir à son propre chef. En gros, c'est une forme d'hypnose. Pas vraiment. L'hypnose est plus une sorte d'influence mentale. Le psionique vous incite à obéir à des ordres, mais il ne prend pas pour autant le contrôle de votre esprit. Vous êtes juste persuadé que vous devez le faire. Je demande le silence! Du coup, l'hypnotiseur devra au minimum vous parler pour vous dicter ses instructions. Et certains ont besoin de plus. Alison Hargreaves doit systématiquement commencer sa phrase par « j'ai entendu une rumeur », Andy Maggie doit se craquer la nuque, etc., etc. Sans parler du fait que, contrairement à la domination, l'influenceur mental n'aura pas accès à vos souvenirs ou vos connaissances. Il peut vous forcer à répondre, mais pas directement fouiller dans votre tête. Les deux autres sous-catégories, là par contre, ça va aller très vite. Le contrôle cérébral, c'est l'exact opposé de l'influence mentale. Ici, l'Esper n'agit pas sur l'esprit de la victime, mais sur son corps. Ce qui permet de la manipuler comme une marionnette, sans pouvoir lui imposer une décision ou une pensée quelconque. La cible est consciente de servir de jouet au psionique, mais n'a rien à craindre d'un point de vue psychique. Et enfin, le dernier variant... Cette ultime catégorie peut être considérée comme la plus basique. Le psionique va personnellement prendre le contrôle du physique et du mental de sa victime. Bah, comme la domination mentale donc. Pas du tout. Là, on parle bien de possession. L'Esper envoie directement son esprit dans la chair de sa proie pour la manipuler à sa guise. Sauf qu'à ce moment, tout comme pour la projection astrale, l'enveloppe corporelle de l'Esper est sans défense, et donc incapable de réagir en cas de problème. Quant à la victime, ça dépend des situations. En général, on laisse entendre qu'elle est impuissante et ne conserve aucun souvenir de la possession, et de ce qu'on lui a fait faire. Tu trouves pas ça un peu limite d'entrer secrètement dans le corps d'une personne sans lui demander son avis? Non, c'est super rapide, ils sentent rien. Tout ce que je fais, c'est m'amuser avec eux, enfin en eux, quoi. Oh. De toute façon, c'est pas comme s'ils s'en rappelaient. Oh la vache, je suis vraiment atroce. Mais il n'est pas impossible, dans le cas de personnes dotées d'un mental suffisamment robuste, que ces dernières parviennent à préserver leur conscience. Ou carrément lutter pour reprendre le contrôle et expulser l'envahisseur. Sans parler des cas où trop posséder peut avoir des conséquences néfastes directement sur votre esprit. Oh, je n'arrive plus à bouger. Tu devrais le savoir depuis le temps. Sauter dans un corps vous vide. Comment ça, c'est à cause d'elle? C'est une mythose animique. À force de se diviser pour habiter d'autres corps, son âme s'est épuisée, elle a perdu le contrôle. Et sa conscience deviendra bientôt si fragile qu'elle se déchirera et qu'elle la perdra définitivement. T'as pas parlé des actions les plus dévastatrices de la télépathie?
T'entends quoi par là? Bah, les psioniques, ils peuvent tuer à distance. Un peu comme dans Scanner, où ils arrivent à faire exploser les têtes. Ah, oui, alors non. La télépathie, c'est recevoir et envoyer des pensées, voire influencer, on est d'accord. Mais elle n'a pas d'impact matériel au sens propre du terme. Sinon, on débarque plutôt sur les rivages de la psychokinèse. Et c'est quoi du coup? Faire la télékinésie, tout simplement. Pas que. Et je conçois qu'il est nécessaire de préciser quelques notions, parce que sinon, ça va être la guerre dans les commentaires. Pour beaucoup, la psychokinèse, ou PK, c'est juste un autre mot pour désigner le déplacement d'objets par la pensée. Par exemple, vous jouez à Destroy All Humans, les aptitudes de crypto, c'est de la psychokinésie. Sauf que c'est pas ça. Selon les définitions officielles de la parapsychologie, la psychokinèse représente l'ensemble des facultés psy ayant un impact sur le monde physique. Maintenant, que vous soyez d'accord ou pas, à vous d'en débattre, en restant poli et courtois, je vous rappelle, sinon je vous banne quel que soit votre point de vue. De fait, vous vous en doutez, là encore, la PK se subdivise en plusieurs catégories. Et on va commencer par la première. La macropsychokinésie, ça englobe les facultés psy qui influent sur le monde physique à un niveau macroscopique, à notre échelle en gros. Et ça, vous savez précisément quel pouvoir ça implique. La télékinésie, ou TK, c'est la faculté à user de votre esprit pour déplacer, soulever ou tordre des objets physiques à distance. Voilà, je crois qu'on peut pas faire plus simple en termes de définition. Et encore une fois, les niveaux de puissance varient en fonction de l'individu. Certains sont au mieux susceptibles de déformer une cuillère sans la toucher, là où d'autres peuvent faire beaucoup plus. Le point d'orgue étant, et je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont me contredire là-dessus, le personnage de Phoenix, apte à trancher un tsunami en deux et de vous décomposer atome par atome. Au niveau de l'évolution de cette puissance, ça dépend. Dans certains univers, si vous êtes faible, vous resterez faible, tandis que dans d'autres, c'est pas gravé dans le marbre. Si vous suivez les mondes de Push ou de Chronicle, plus vous vous entraînez, plus vous serez redoutable. Et si vous vous en servez jamais, vous perdez en efficacité. On peut aussi ranger dans cette catégorie la capacité de lévitation. En gros, la faculté de se soustraire aux lois de la gravité. Après tout, si on considère que la télékinésie vous permet de soulever n'importe quoi, pourquoi vous pourriez pas vous soulever vous-même? Et d'où vient la TK à la base? J'en ai pas la moindre idée. La plus ancienne origine de fiction se retrouve dans la nouvelle de Maupassant sur Jacques Parent, qui en plus du contrôle mental, possède un pouvoir de magnétisme. C'est quoi le rapport avec la TK? Eh bien, c'est qu'une théorie, mais l'autre nom du mesmérisme, c'était le magnétisme animal. Il n'est donc pas invraisemblable qu'en imaginant des personnes capables de manipuler le métal, certains soient arrivés à l'idée d'étendre cette faculté à toute forme d'objet solide. Cependant, ce n'est qu'une supposition, et je n'ai rien trouvé de plus probant à ce sujet. Un point assez intéressant, c'est la manière dont la TK est progressivement entrée dans le domaine vidéoludique. De façon très basique dans Galerians, qui consistait à charger ses attaques pour relâcher la purée d'un coup, puis dans un style un peu plus avancé avec Jedi Knight, et notamment l'épisode Outcast, avec laquelle on pouvait pousser ou attirer des éléments interactifs. Les pouvoirs les plus appréciables étant évidemment la prise de force pour étrangler un ennemi de loin, ou la faculté de contrôler son sabre laser à distance. Pour au final arriver à des softs permettant de soulever à notre guise objets et humains, quitte à devoir sacrifier notre mobilité. Ceci dit, en dépit de quelques variations ponctuelles dans son utilisation, il faut admettre que le don a connu relativement peu d'évolution. Alors ce mot-là, je l'ai jamais entendu nulle part. Normal, il est assez peu répandu, voire même quasi inconnu. Et il peut avoir deux définitions possibles. Soit vous considérez qu'on a affaire à la cinétique elle-même, auquel cas ça implique juste un mouvement à distance, et donc de la télékinésie toute conne. Soit vous envisagez qu'on parle d'énergie cinétique. Et là, c'est plus trop pareil. On traiterait là d'une capacité à accumuler de l'énergie pour la renvoyer vers l'extérieur. Le pouvoir de Sebastian Shaw peut être vu comme une forme de télécinétique, idem avec le talent de Ryan à générer des ondes de choc dans Galerians, et c'est également une aptitude présente dans le JDR Pathfinder. Donc là encore, à vous de décider comment vous l'interprétez. Bien, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la macro PK, parce que c'était relativement simple. Relativement, qui dit? Mais on va passer à son pendant inverse, et là, ça va être un chouille plus compliqué.
La micro-PK, c'est la faculté d'influer sur des facteurs à un niveau microscopique, et donc d'avoir un effet quantique. Alors, tout ce qui est physique quantique, c'est la physique des atomes et des particules élémentaires. Je vais pas essayer de rentrer dans le domaine parce que même en vulgarisant, c'est parfois hardcore à piger, donc dites-vous juste que le quantique, c'est l'infiniment petit, ce sera plus simple. Et donc, ça implique quoi la micro-PK? J'en ai absolument pas la moindre idée. Parce que j'ai eu beau explorer le net en long, en large et en travers pour percuter quels impacts cette faculté pouvait avoir, au mieux, je tombais sur des trucs du genre modifier les probabilités. C'est quoi ton truc à toi? J'ai beaucoup de chance. C'est pas un super pouvoir. Néanmoins, à force de réfléchir, je me suis dit que la micro-PK était peut-être bien plus souvent utilisée que vous le croyez. Après tout, si j'ai le pouvoir d'influer sur les molécules et que je les force à s'agiter, qu'est-ce qui se passe? Eh bah ça chauffe. Si je suis capable de chauffer des trucs à distance, je peux éventuellement générer des flammes, voire causer des incendies. Et pour une fois, le terme de pyrokinésie n'a pas été inventé par des scientifiques, mais par un auteur, puisque c'est Stephen King qui s'en servira pour la toute première fois en 1980 dans son roman Charlie. Attention ceci dit à ne pas amalgamer pyrokinésie et pyrogénèse. La pyrokinésie permettant de contrôler les flammes, là où la pyrogénèse autorise seulement à les créer. De fait, le personnage de Pyro peut manipuler le feu à sa guise, mais a besoin d'une source préexistante, il peut pas faire surgir un brasier de nulle part. Ah, et ne confondez pas non plus avec la pyromancie, qui est un art divinatoire lié au feu. Comme d'hab, le niveau de puissance du pouvoir dépend énormément du psionique, certains vont tout juste pouvoir allumer une bougie, là où d'autres vont carrément faire fondre le bitume. Et si on continue dans cette déduction sur la micro-PK, on peut envisager que le contrôle des molécules vous permette d'user également de cryokinésie. Bah ouais, si agiter les atomes ça fait grimper la température, les ralentir ça jette un froid. Bien évidemment, si on s'amuse avec tous les délires concevables du quantique, alors on pourrait justifier tout un tas de super pouvoirs. Chronokinésie, le contrôle du temps, atmokinésie, le contrôle du climat, électrokinésie, le contrôle de l'électricité, aérokinésie, le contrôle de l'air, photokinésie, le contrôle de la lumière, j'en passe et des meilleurs. Donc clairement, on a surpassé le cadre des capacités psy pour déborder dans celui des super-héros. Attaquons-nous maintenant au dernier pan de la psychokinésie, à savoir... La biopsychokinésie, c'est plus particulier, mais plus simple à intégrer que la micro. En gros, ça désigne les pouvoirs ayant un impact direct sur les systèmes vivants. Et on peut y intégrer la guérison. L'aptitude psychique de soigner les plaies, les fractures, ainsi que les maladies. Là encore, tout le monde ne possède pas les mêmes facultés ou limites. John Café peut tout traiter par contact physique, mais doit impérativement recracher le mal au risque de malmener sa propre santé. Katara doit utiliser de l'eau pour cicatriser les blessures, Elisabeth de No Heroes sacrifie son énergie vitale pour venir en aide aux accidentés, tandis que Declan peut soulager les troubles psychiatriques au prix de sa température corporelle. Néanmoins, la bio-PK ne se concentre pas exclusivement sur le soin. Ça peut donc agir sur votre organisme, mais cette fois sans télépathie. C'est ce qui permet à Rowan Mayfair de provoquer des ruptures d'anévrisme, à Damien Parker de contrôler la pression sanguine, bref, ça vous autorise autant à exploser des têtes que de forcer un cœur à s'arrêter. On peut aussi envisager l'effet inverse de la guérison. Imaginez une personne dotée du pouvoir de dominer les maladies, libre à elle de faire muter un simple rhume en pandémie mortelle, et de choisir qui les microbes ont ou non le droit d'attaquer. Mais du coup, le contrôle cérébral qu'on a vu tout à l'heure, ça aurait pas été plus logique de l'intégrer dans la bio-PK plutôt que dans la télépathie? Probablement, mais j'avoue que je voulais pas trop me disperser, donc j'ai dû faire un choix. Et petite question, est-ce que tu vas parler du chi? Tu veux pas plutôt dire le tsi? Non, fais le ti! Oula, on se calme. Alors déjà, la prononciation varie pas mal, bien que ça reste plus ou moins le même concept. J'avoue ne pas avoir étudié le sujet plus que ça, parce que ça n'avait pas vraiment de lien avec les facultés psy, mais aussi et surtout parce que c'est un élément quasi mythologique issu de la cosmogonie chinoise, et qu'il a énormément évolué au fil des siècles. Donc si un jour je devais en parler, ce serait un thème méritant son épisode à lui tout seul. Pour résumer à l'extrême selon notre vision occidentale dans la culture populaire, le chi serait une force intérieure, notre énergie vitale, qui pourrait être contrôlée pour améliorer nos capacités. Ben du coup, on correspond plus à la force de Star Wars que le magnétisme. Pas exactement, puisque le chi s'apparente davantage à une optimisation des aptitudes physiques via les arts martiaux. C'est même à cette énergie que seraient affiliées certaines techniques particulièrement meurtrières, comme le Dim Mak qui aurait la faculté de provoquer la mort d'un simple contact. Wong est mort.
Sur le champ? Non. 18 ans plus tard. C'est ça le truc, avec le Team Mac, on sait jamais quand ça va faire son effet. Et pour le peu que j'ai pu trouver, ce n'est que très récemment qu'on a commencé à l'associer à des capacités hors du corps. Donc non, désolé, je confirme, la force est plus proche du mesmérisme que du chi. Eh merde. Maintenant qu'on a déblayé un peu tout ça, messieurs dames, veuillez me balancer tous les clichés que vous connaissez sur le sujet. Les pouvoirs Phi existent. Après tout, le gouvernement a fait expérience dessus depuis longtemps, on fait pas pour rien. Et notre capacité à les utiliser ou non, ça viendrait de notre faculté à employer plus de 10% de notre cerveau. La vache, c'est la première fois que vous êtes aussi raccord, c'est flippant. Et de toute façon, on a aussi peu de psioniques reconnus, fait uniquement parce qu'il faut CAF, pour pas se faire utiliser par le gouvernement. C'est lui qui tire les ficelles. Le gouvernement ou les psioniques eux-mêmes? Tu te doutes bien qu'ils peuvent se rassembler pour y poster? Ou pour contrôler le monde. Et on n'a pas parlé du fait que les psioniques sont souvent des mutants. Hein? Et y a moyen de bloquer leur pouvoir? Pourquoi tu veux savoir ça? Des fois que la télépathie de Dave se remette en marche. Oh, rassure-toi, c'est pas comme si le contenu de ton crâne était très intéressant à explorer. Ok, je pense qu'on a suffisamment de points à étudier. Je suggère donc de commencer par... D'où viennent les psioniques? On a en général deux explications aux antipodes l'une de l'autre. La première, la plus simple, étant la mutation. En gros, les espers sont des personnes nées avec un code génétique particulier, leur ayant permis de développer des aptitudes mentales hors du commun. Comme c'est le cas avec la plupart des télépathes de Marvel, ou les protagonistes de Push. Les Diclonius de Elfenlied sont carrément une espèce parallèle à l'humanité, qui possède des cornes en plus de leurs facultés télékinésiques. Et la deuxième possibilité, beaucoup plus large, c'est celle de l'influence extérieure. Le psionique a enduré un événement très exceptionnel qui a eu pour conséquence d'engendrer ses capacités. Que ce soit une électrocution, un coma prolongé ou la résistance à une nouvelle maladie neurodégénérescente. Ça peut également être dû à la science. Un médicament ou une drogue qui a pour répercussion de développer des aptitudes chez ses consommateurs. On peut même mixer cette idée avec la mutation. Par exemple, Charlie McGee de Firestarter ou 11 de Stranger Things sont nés avec des facultés parce que leurs parents ont subi des expériences. Et enfin, la dernière origine est non humaine, souvent extraterrestre, bien que pas tout le temps. Jesse Faden possède des pouvoirs grâce à des artefacts paranormaux, le héros de Psychokinésis développe ses dons en buvant une eau infectée par une météorite, ou encore les protagonistes de Chronicle qui l'obtiennent au contact de... On sait pas trop ce que c'est en fait. Et ça pourrait vraiment arriver? Alors déjà, j'insiste pour faire la lumière sur un point. L'idée selon laquelle, parce qu'il y a eu un projet Stargate, c'est la preuve que les pouvoirs psy existent véritablement. Bah ouais, ils vont bouffer de feu pendant 20 ans. Si ça n'existait pas, ils auraient abandonné bien avant. D'un certain point de vue, ça se tient, mais pas totalement. Parce que malgré la multitude d'expériences accomplies, la réalité des facultés psy n'a jamais été vérifiée. Non seulement beaucoup des psioniques se trompaient assez régulièrement, mais en plus, certains ont été soupçonnés de tricher. Donc, désolé JP, mais ton argument se retourne contre toi. Ils ont continué à bosser dessus sans aucune preuve, sur des mensonges et des hasards, pendant plus de 20 ans. J'ose même pas imaginer la quantité colossale de fric qui a dû être englouti là-dedans. J'y ai pas fait le calcul, parce qu'il faudrait savoir combien une rouble de 1980 vaudrait en euros actuels. La CIA affirmait que l'URSS foutait entre 60 et 300 millions de roubles dans leur projet de parapsychologie. Par an. Probable donc que les Américains devaient gaspiller au moins autant de pognon, voire plus. Pour ma part, je suis un sceptique, et je suis d'avis qu'on ne peut pas prétendre qu'une chose est véridique tant que sa réalité n'a pas été prouvée. Et je considère que l'étude et la création des théories scientifiques à base de régulières remises en question est une des meilleures stratégies à suivre. Si vous voulez me dire que quelque chose existe, vous devez avoir des arguments. Parce que tout ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Ouais, enfin, leur existence n'a pas été prouvée, mais ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. C'est vrai. Oh, vraiment? Tout à fait. On n'a jamais dégoté d'indices concrets de télépathie ou de télékinésie. Mais on n'a jamais démontré non plus que c'était totalement impossible. De fait, rien ne vous interdit d'y croire. Il faut juste garder en tête que votre foi n'a pas plus de valeur que la croyance en une religion. Pour ma part, je concède qu'il existe bien des cas troublants de par le monde. Coïncidences, rêves ou intuitions ayant permis d'échapper à des catastrophes, ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a eu? Bien sûr! Est-ce que ça prouve quelque chose? Que dalle. Sans déconner, quand on observe la foule de tutos de télékinésie ou de télépathie sur YouTube, et qui te font des centaines de milliers de vues,
Admettons que ce soit pas du flan. Admettons même que seulement 1/3 des personnes regardant ces vidéos aillent au bout des entraînements et deviennent capables de maîtriser ses pouvoirs. On serait envahi par les psioniques. Je veux dire, à ce niveau, il n'y aurait même pas de doute. Par ailleurs, imaginons que l'effet expérimentateur de Rain soit valable. Bah alors les espeurs n'auraient aucun intérêt à ce que quiconque soit au courant. Exemple, je possède des pouvoirs psy, et je sais que si un unique Gugus autour de moi est sceptique sur mes affirmations, ça peut bousiller mes dons. Bah je le dirai à personne, parce que je préfère avoir des facultés fonctionnelles à 100% plutôt que d'attirer l'attention et passer pour un menteur et un charlatan à la moindre erreur. Donc les pouvoirs psy n'existent pas et n'existeront jamais. Je serais pas aussi catégorique. Aujourd'hui, grâce au transhumanisme, on parvient à échanger avec des ordinateurs par la pensée. On a conçu des prothèses entièrement gérées par le cerveau, des prouesses qui, il y a quelques années encore, appartenaient à la SF. Qui nous dit que dans quelques années, nous ne bénéficierons pas de puces intracrâniennes nous permettant de communiquer à loisir et à distance sans même ouvrir les lèvres, partager des émotions, des sensations, se connecter à d'autres personnes pour voir par leurs yeux. Oui, enfin là, tu étudies la réalité sous l'angle de la technologie. Tu considères que ça peut vraiment pas exister de façon biologique? Si, mais pas sous cette forme. En dehors de certaines drogues qui peuvent soumettre des esprits à la volonté d'un tiers, on peut parler de symbiotes ou de parasites pouvant influencer leur hôte. Exemple, avez-vous déjà entendu parler du cordyceps? Un champignon qui va manipuler le corps de sa victime pour infecter un maximum d'individus. Yerk. Donc on peut considérer que certains pouvoirs psy existent plus ou moins dans la vraie vie, ou pourraient devenir une réalité dans l'avenir. Mais tels qu'on les envisage actuellement, non. Ou alors ils sont très bien cachés. Du coup, l'idée qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, c'est... de la pure connerie. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Cela implique donc que les 90 restants sont obligatoirement des pouvoirs psy. Alors, on va commencer par bousiller ce cliché à coups de burin. Le principe des 10% est ce qu'on appelle un neuromythe, une fausse croyance sur le cerveau. Et des neuromythes, il y en a quelques-uns. Comme l'idée selon laquelle tout se joue avant 3 ans, qu'on serait plus orienté cerveau droit ou gauche, qu'écouter du Mozart rend intelligent, que le cerveau des femmes est multitâche, qu'on puisse apprendre en dormant, tout ça, c'est du fake. Mais la particularité des neuromythes, c'est qu'ils ont toujours une base scientifique, qui a été mal comprise ou exagérée par le grand public. Ou plus simplement, la théorie en question a été réfutée, mais l'info ne nous est pas parvenue. Alors, d'où vient cette idée des 10%? On ne sait pas trop. Plusieurs origines sont possibles, remontons parfois jusqu'à l'ère victorienne, où on connaissait pas grand chose à l'encéphale, ce qui remet encore plus le mythe en question. Deux provenances sont plus probables. Une affirmation comme quoi 90% du cerveau serait en fait constitué de matière non neuronale, ce qu'on appelle des cellules gliales, et donc n'ayant aucune utilité. Ce qui a été prouvé comme étant doublement faux. Déjà on tourne plus autour des 50%, et en plus, si, les cellules gliales ont un intérêt dans la réflexion. Ou alors, ça viendrait d'une déclaration qui aurait été mal interprétée, prétendant que nous n'employons que 10 à 30% de notre matière cérébrale à la fois. Bah oui, en même temps, c'est logique, quand je lis un livre au fond de mon lit, je vais pas me servir de mon équilibre ou me concentrer sur mon odorat par exemple. Donc c'est là que se situeraient les origines de la légende, selon laquelle les humains n'useraient que de 10% de leur cerveau, et qui continue à être utilisé aujourd'hui. Bref, un mythe qui a la peau dure et qu'on a sûrement pas fini de voir. D'ailleurs, en parlant de mythe à la peau dure... Bah, on l'a pas noté sur le tableau des clichés, ça? En effet, mais je tenais à l'aborder. Vous vous êtes jamais demandé d'où venait cette tendance des psioniques à systématiquement agiter les mains pour user de leur pouvoir? Les télépathes vont se toucher les tempes, tandis que les télékinésiques vont remuer les doigts en fonction des mouvements qu'ils doivent faire accomplir aux objets à distance. Et... Mais qui s'y fait au juste? Non mais là, ça devient gênant en fait. Après tout, si c'est ton esprit qui agit, quel intérêt de gesticuler? Au contraire, vu que tu te concentres sur tes facultés, il serait de bon ton que tu demeures radicalement immobile. Et au pire, lors d'un combat, éviter tout mouvement empêche l'ennemi de deviner tes intentions. Donc c'est pas très logique ni très utile. À part, bien sûr, pour maximiser le spectacle. Et il viendrait d'où ce cliché? Eh ben, on vient peut-être de mettre le doigt dessus en fait. C'est pour le spectacle. Rappelez-vous des origines historiques du psy, les magnétiseurs et les médiums. À cette époque, comme on peut le lire dans la nouvelle Info de Maupassant, la télékinésie serait en fait la capacité à attirer les objets métalliques. Raison pour laquelle le protagoniste dissimule ses mains en permanence, mais va en plus régulièrement les agiter pour se servir de ses pouvoirs. Activité qui n'a presque jamais cessé avec les soi-disant psychokinétiques se mettant en scène. Et pour le coup de se toucher la tempe pour les télépathes? Pareil, ça peut venir des médiums du 19e siècle, afin de mettre en spectacle la concentration des psychistes. Après, heureusement, toutes les œuvres de fiction n'y ont pas recours,
et la série The Boys a même pris la décision de le parodier, vu que la télékinésie d'un super ne se révèle pas liée à son esprit, mais à ses mains. Ce qui fait que dès que celles-ci sont brisées, il n'est plus capable de la moindre faculté. Oh, tu peux plus faire ton truc magique avec les mains. Quel dommage. Eh ben justement, comment on fait pour bloquer les pouvoirs? Alors, un psionique, c'est d'abord et avant tout un être humain. Donc, il est tout autant vulnérable aux dégâts et aux maladies que le commun des mortels. Maintenant, pour ce qui est de ses pouvoirs, je dirais que de base, ils peuvent déjà être un gros caillou dans la chaussure. Imaginez un peu que vous pouvez recevoir des infos extérieures au point que ça phagocyte votre quotidien, que chaque fois que vous vous réveillez, vous entendez les pensées de toutes les personnes dans un rayon de 200 mètres. Vous ne parlez pas beaucoup, mais ça ne me surprend pas. Avec toutes les voix dans votre tête, comment entendriez-vous la vôtre? Il vous est difficile d'affirmer votre personnalité. Ajoutez à ça la notion de contrôle, très souvent liée à la puissance d'un don. C'est pas parce que vous pouvez déplacer les objets à distance que vous allez réussir à le faire comme vous voulez. Sauf que si vos pouvoirs sont aussi redoutables qu'indomptables, vous risquez de devenir une catastrophe ambulante à la moindre émotion forte. Sans parler de l'hypothèse où trop forcer sur votre talent peut avoir un impact sur votre santé. Bah oui, agir, ça demande de l'énergie. Donc même si l'Esper peut accomplir des miracles, il arrivera forcément un moment où il sera à court et va s'effondrer d'épuisement. Et ça, c'est le meilleur des cas. Dans le pire, ça peut vraiment se révéler dévastateur, voire carrément aboutir à des hémorragies cérébrales, et à terme, causer la mort. Fais pas ce que vous demandez. Moi, il faut savoir comment on les arrête leurs pouvoirs. Eh bien, il existe des moyens de limiter, voire de complètement inhiber les facultés psy. Certains entraînements peuvent vous permettre de résister à une intrusion mentale. Par exemple, dans Inception, vous pouvez recevoir une formation vous garantissant une sécurité intérieure, même une fois endormi. Ou tout simplement, focaliser votre esprit sur une pensée en particulier peut empêcher un télépathe d'accéder aux bonnes informations. Mais la plupart du temps, on recourra à un élément physique. Certains vont dépendre du pouvoir dont vous souhaitez vous protéger, et évidemment, si vous voulez qu'un psychomètre ne puisse rien détecter, faites-lui porter des gants. Vous pouvez mettre des lentilles spéciales pour contrer une hypnose visuelle, et si vous désirez interdire à Tony Chu d'avoir des connaissances alimentaires, prenez de la betterave. Ouais, c'est la seule nourriture dont il est incapable de tirer la moindre info. Mais après, il y a des défenses aux effets bien plus vastes, comme le casque de Magneto, spécifiquement conçu pour parer toute intrusion télépathique. Il peut aussi exister des engins ou des produits empêchant les psioniques d'utiliser leurs aptitudes, soit en les bloquant, purement et simplement, soit en brouillant leurs pensées, ce qui endigue toute concentration. Et tout ça, c'est uniquement pour lutter contre les espers? Pas nécessairement. Dans le cas de psioniques supportant mal le quotidien de leur pouvoir, il peut devenir préférable de recourir à ces inhibiteurs, soit pour éviter de détruire inconsciemment leur entourage, comme Saikika, soit tout connement pour vivre en paix. Même si la plupart du temps, ça reste un truc utilisé par le gouvernement contre les espers. C'est vrai que quand il y a une histoire de pouvoir psy, vous pouvez être à peu près sûr qu'il y aura intervention du gouvernement, des militaires, d'une entreprise privée aux moyens colossaux ou d'une société secrète. Qu'à la moindre micro-trace parapsychique, vous aurez toute une panoplie de gugus en noir venus pour récupérer des informations et traquer les psioniques. Et une fois qu'ils auront reniflé votre piste, ils poursuivront leur cible jusqu'à sa capture. Mais pourquoi les pourchasser au juste? Ça dépend. Certains vont chercher à utiliser les facultés mentales à leur profit, que ce soit en qualité d'espionnage ou pour en faire de bons petits soldats, mais une des principales raisons à cette traque, ça peut tout simplement être la peur. Un être humain basique, s'il est bien motivé, peut causer de sacrés dégâts. Alors un individu capable de connaître les plus grands secrets de chacun, ou de provoquer des explosions par sa seule volonté, ouais, c'est pas forcément engageant. D'où un désir de capturer les psioniques, au mieux pour les utiliser, ou les confiner dans un endroit où ils ne pourront causer de tort à personne. Et au pire, servir de sujet d'expérience, ou d'être purement et simplement exécutés. En restant le plus discret possible, je suppose, pour que la population soit au courant de rien. D'ordinaire, oui. Si le gouvernement ou une multinationale préférera garder une situation sous contrôle pour éviter des protestations à grande échelle, il peut arriver que le secret soit éventé. Auquel cas, il n'y a pas beaucoup d'autre choix que de recourir à la propagande, pour pousser l'intégralité des citoyens à voir les psioniques comme une menace, et donc à les dénoncer à la première opportunité. Bon, là, j'avoue que ce rôle, il revient quasi exclusivement au gouvernement. Puis vient un dernier groupuscule, le cas des sociétés secrètes, qui peuvent participer à la récupération des psioniques pour leur profit, là encore, même si certaines de ces sociétés peuvent être créées et gérées par les espers eux-mêmes, qui se seraient rassemblés pour se protéger mutuellement, comme c'est le cas pour l'Institut Xavier. Du coup, la confrérie de Magneto, ça pourrait être une autre facette de la société psy, non?
Là où les X-Men essayent de sauvegarder la paix, les mauvais mutants ont pour objectif d'amener la suprématie des leurs. Exactement. On peut également citer ce que j'appellerais les sociétés utilitaires. En gros, des rassemblements d'humains qui étudient ou luttent contre le surnaturel. Comme le Talamasca dans l'univers d'Anne Rice, et qui vont recruter des psioniques afin d'obtenir une aide précieuse dans leur boulot de tous les jours. Bien, je pense qu'on a fait le tour, il est temps de conclure. Au final, que dire sur les facultés psioniques? Eh bien que d'un point de vue fictif, elles sont assez récentes et n'ont pas énormément évolué depuis. Enfin, pas beaucoup évolué. Les super-héros sont arrivés entre temps et les capacités psy, ça fait quand même des pouvoirs super intéressants. Donc ils ont pu être intégrés à ce panthéon, ce qui en général diminué leurs limites et leurs conséquences néfastes, pour mieux donner un côté super-héroïque. Sur le plan réaliste, en revanche, encore une fois, l'existence des facultés psy n'a jamais été prouvée. Ça ne vous interdit en aucun cas d'y croire, mais gardez en tête que, tant qu'il n'y a pas eu d'argument scientifique avéré, les individus qui essaieront de vous convaincre du contraire seront très probablement des charlatans, ou des personnes ayant été si matrixées ou manipulées qu'elles n'arrivent plus à user d'esprit critique. Souvenez-vous que, même si on vous promet quelque chose qui vous fascine et vous passionne, assurez-vous que cette promesse soit véridique avant d'accepter le moindre engagement. Je tiens d'ailleurs à vous partager cette citation de l'illusionniste sceptique James Randi. Ne soyez pas trop sûr de vous. Peu importe à quel point vous êtes intelligent ou bien éduqué, vous pouvez être trompé. Et voilà! Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les pouvoirs psy dans la fiction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalis.